Alors, à l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes présentes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. La Commission est réunie afin de tenir des auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le projet de loi numéro 60, charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État, ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes, et encadrant les demandes d'accommodement. Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Lessard-Lepinière-Frontenac est remplacé par Madame Godreau-Hall, Monsieur Ouimet-Fabre par Madame Veil Notre-Dame-de-Grâce et Monsieur Chesneau-Saint-Jérôme par Madame Roy-Montarville. Alors, merci Madame la secrétaire. Ce matin, nous entendrons trois groupes, à commencer par les juristes pour la laïcité et la neutralité religieuse de l'État et l'Université de Montréal et en terminant avec la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. J'invite donc maintenant les juristes pour la laïcité et la neutralité religieuse de l'État à nous présenter son mémoire en vous mentionnant que vous disposez de 10 minutes pour la présentation de votre mémoire suivie d'un échange avec les parlementaires. Alors, je vous cède la parole, peut-être en présentant les personnes qui nous accompagnent pour qu'on inscrive le bon nom et le bon titre à l'écran. Merci, Monsieur le Président. Alors, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je vous remercie de nous accueillir. J'aimerais également saluer les citoyens et les citoyennes qui sont à l'écoute et qui, tout comme nous, ont ce vif intérêt pour ce débat important pour l'avenir du Québec. Alors, je me présente, je suis Julie Latour, avocate, ancienne bâtonnière du barreau de Montréal, et j'ai le plaisir et l'honneur d'être aujourd'hui accompagnée par l'honorable Claire Leroux-Dubé, ancienne juge à la Cour suprême du Canada, et par maître Henri Brun, professeur associé à la faculté de droit de l'Université Laval et constitutionnaliste de renom. Alors nous allons à tour de rôle brosser les grandes lignes de notre mémoire et nous répondrons ensuite avec plaisir à vos questions qui nous permettront de préciser notre pensée. Alors je cède maintenant la parole à maître Henri Brun. Maître Henri Brun, allez-y, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Ministre. Alors, les signataires de notre mémoire sont des juristes, vous le savez. Malgré cela, ce qui nous mobilise vraiment, ce n'est pas tant la validité du projet de loi 60 que son opportunité, à savoir l'intérêt et l'importance qu'il y a à ce qu'il devienne loi. Ce souci, par contre, est fondé de notre part dans une large mesure sur des considérations juridiques. Pour ce qui est de la validité, rapidement, nous croyons tous que le projet de loi 60 est valide, y compris en ce qui regarde son article 5 qui restreint le droit de porter des signes religieux dans certaines circonstances bien limitées. Cette conviction, nous la fondons sur l'évolution récente du droit constitutionnel, de la jurisprudence, et nous la fondons aussi sur l'évolution à venir, si je peux dire, du droit constitutionnel. L'état de la jurisprudence constitutionnelle, à un moment donné, ne peut pas et ne doit pas être considéré comme la fin de l'histoire. D'autant plus que ce dont traite le projet de loi 60 n'a jamais été soumis aux tribunaux. On est en matière nouvelle. Il ne faudrait pas, en tout cas, que le débat légaliste sur la validité en vienne à inhiber ou à brouiller le débat essentiel qui doit avoir lieu sur l'opportunité du projet de loi 60. Il est, à notre avis, tout à fait légitime qu'un peuple puisse librement s'exprimer, réfléchir, s'exprimer sur ce genre de sujet que soulève le projet de loi dans le débat public et par la démocratie parlementaire. Quant à nous, nous sommes complètement d'accord avec l'objectif premier que poursuit le projet de loi 60 et avec les 4 moyens qu'il met de l'avant pour atteindre cet objectif. L'objectif premier en question, comme nous le dit le premier alinéa du préambule du projet de loi, est d'affirmer la neutralité religieuse de l'État du Québec. Et il le fait en faisant de cette neutralité un principe fondamental de la Constitution du Québec. Pour nous, c'est ce qui doit d'abord être fait.
La neutralité religieuse de l'État, il faut le rappeler, n'est pas une invention, n'est pas une importation. Elle est déjà reconnue en droit constitutionnel québécois et canadien, mais par la jurisprudence seulement, au cas à cas, de façon empirique, dans un certain nombre de cas. Les tribunaux, dans ces cas, ont déduit ce principe de la neutralité religieuse de l'État précisément de la liberté de religion affirmée dans nos chartes des droits. Autrement dit, la neutralité religieuse de l'État est une dimension de la liberté de religion. Sans elle, cette neutralité persiste un degré de confusion ou d'intégration État-religion incompatible avec la liberté de religion de chacun. Sa promotion n'a donc rien d'hostile à la liberté de religion, tout au contraire, elle en est un élément essentiel, un élément intrinsèque. Mais il reste que pour l'instant, cette neutralité demeure un principe indéfini, source de beaucoup d'incertitudes juridiques. L'absence d'affirmation législative du principe et de tout aménagement de sa mise en œuvre engendre une imprécision juridique qui est difficilement conciliable avec le principe de la primauté du droit. Et c'est pour cette raison que nous croyons, comme juristes, en tant que juristes, qu'il est hautement souhaitable, que la neutralité religieuse de l'État soit affirmée dans la Charte des droits et libertés de la personne, 2, qu'il y fasse l'objet d'une définition, et 3, qu'il soit encadré par des mesures de mise en œuvre. Ce débat de fond sur l'opportunité du projet de loi 60 a été ramené par plusieurs à une question d'urgence ou de nécessité immédiate. Selon nous, le projet de loi 60 affirme plutôt un principe constitutionnel fondamental. Pour nous, le projet de loi 60 se situe à cet égard-là de la même nature, soulève une question de la même nature que ce qui a été mis de l'avant en 1975 lorsque le Parlement du Québec a adopté la Charte des droits et libertés de la personne. Face à une société qui se pluralise en accéléré, spécialement en matière religieuse, le projet de loi 60 veut garantir que l'État du Québec est et paraît être un État religieusement neutre. Le projet de loi 60 a pour objet l'avenir à long terme et non pas la réparation d'un quelconque mal immédiat. Alors, je vous remercie et je remets la parole à Julie. Alors, dans la foulée de ce que M. Brun mentionnait, le projet de loi 60 répond à un besoin de clarté et de sûreté juridique, puisque, contrairement à la plupart des autres démocraties occidentales, l'acte constitutionnel fondateur du Canada en 1867 ne traite pas de la question de l'aménagement de la religion dans la vie civile. Il n'en est question qu'un seul article, l'article 93 concernant la confessionnalité scolaire, auquel d'ailleurs le Québec a renoncé en 1997 pour ensuite créer des commissions scolaires linguistiques plutôt que confessionnelles. Donc, ce vacuum, les assises même de la liberté de religion ne figurent pas au sein de la Constitution et on a greffé 100 ans plus tard la Charte des droits et libertés en 1982 qui consacre la liberté de religion et de conscience, mais davantage d'un point de vue individuel qu'institutionnel. Pendant ce temps-là, le processus de sécularisation du Québec s'est poursuivi, mais certains des acquis laïques sont assez récents parce que, et quand je parle d'acquis laïques, ce sont notamment au niveau du droit, d'un état de droit où les règles émanent de la volonté populaire et non des préceptes religieux. Et ce n'est que depuis 1982 que la pleine égalité des époux est reconnue au sein du Code civil du Québec et que la notion d'enfant illégitime a été écartée du Code civil. Donc, le socle n'est pas présent et quand le socle d'un édifice n'y figure pas, il y a des dangers qu'il se lézarde. En ce moment, on procède à la réfection de nos viaducs et on va reconstruire un nouveau pont. Il faut faire la même chose avec la Charte des droits, la solidifier pour qu'elle aille avec un nouveau souffle. Également, en ce moment, dans ce vacuum juridique, on fonctionne avec l'accommodement raisonnable, le cas par cas, mais c'est un concept qui émane du droit du travail, l'accommodement, qui est un droit fortement balisé par les diverses lois applicables, le Code du travail, la loi sur les normes, le Code civil, les conventions collectives, mais lorsqu'un juge ou un arbitre est saisi d'une revendication religieuse, en ce moment, c'est la revendication religieuse contre
à peu près rien. Et c'est cette volonté d'établir cette clarté parce que le rôle de l'État, c'est de protéger tous les droits et libertés de la même façon. Et on peut faire l'analogie avec les couleurs dans la palette d'un peintre des droits et libertés. Alors, chacune est unique et est un idéal et aspire à l'absolu, mais l'utilité des couleurs pour le peintre, c'est de faire une toile, et la toile, c'est la vie en société, et dans la vie en société, les droits et libertés doivent se côtoyer comme les couleurs, se rejoindre, et parfois même s'opposer, et par exemple, entre le orange et le orange, c'est la ligne mitoyenne entre le rouge et le jaune, par exemple, entre la liberté d'expression et le discours haineux. Le vert est la ligne mitoyenne entre le jaune et le bleu, donc entre la liberté de religion, l'égalité homme-femme. Et enfin, je dirais à les tenants de la laïcité ouverte ou le barreau du Québec, la Commission des droits de la personne, nous disent « Nous avons la neutralité de l'État, on n'a pas besoin de l'affirmer, c'est là de facto. » Ben, je répondrai comme Talleyrand au Congrès de Vienne, « Si cela va sans le dire, cela ira encore mieux en le disant. » Alors, je cède la parole à Madame Leroux-Dubé. Allez-y. Merci, Julie. J'appuie évidemment entièrement le mémoire des juristes pour la laïcité et la neutralité de l'État, particulièrement en ce qui concerne la liberté de religion. Je souligne aussi que j'appuie l'intervention du professeur Guy Rocher, ayant comme lui signé l'énoncé de principe du Rassemblement pour la laïcité. Ceci m'amène au cœur du véritable débat qui divise certains juristes dans cette enceinte et sur la place publique en ce qui a trait à la liberté de religion. Ce débat juridique se réduit, à mon avis, essentiellement aux opinions divergentes des juristes sur l'interprétation par les tribunaux des limites aux libertés civiles garanties par les chartes. Certains, tels le barreau et la Commission des droits de la personne, entre autres, s'appuient sur une interprétation large et expansive de ces libertés civiles par les juges, interprétation basée sur la croyance sincère uniquement, totalement subjective d'une personne à l'effet que ces pratiques relèvent d'une obligation religieuse sans autre critère. Les arrêts Anselm et Moltani dont on a beaucoup discuté. Pour les juristes pour la laïcité et la neutralité de l'État dont je suis, cette interprétation large et totalement subjective est révolue depuis les arrêts subséquents à ces deux décisions dont nous faisons état dans notre mémoire. Si le projet de loi 60 était adopté, on devra tenir compte, entre autres, du contexte social du Québec ainsi que du choix de société que le Québec s'est donné, une société laïque. J'ouvre ici une parenthèse au regard des arrêts sur la Souka et le Kirpan, sur lesquels se fonde en gros l'interprétation du barreau et de la Commission des droits de la personne, pour souligner la forte dissidence du juge Bastarache, un Québécois qui a étudié à l'Université de Montréal, dans l'arrêt sur la Souka, pour qui l'interprétation de ces libertés civiles aurait dû se baser sur des critères objectifs. C'est en fait exactement cette interprétation que la jurisprudence subséquente s'est rangée, ce qui est très souvent le cas des dissidences qui deviennent la loi à plus ou moins long terme. J'en sais quelque chose. Aussi, il ne faut pas oublier la forte dissidence du juge Lebel, le plus grand juriste actuel du Québec, dans l'arrêt récent NS en ce qui concerne le port du voile intégral devant une cour de justice, et cela non plus ne peut être ignoré. Ce qui saute aux yeux dans cette analyse de la jurisprudence, c'est que ce sont les juges québécois qui ont très souvent une voix différente sur le banc. Les femmes ont une voix différente sur le banc et les juges québécois aussi. Cela a été maintes fois relevé par les journaux et entre autres le doyen Gramont en a fait état dans un article justement sur la Souka, très mal reçu au Québec mais un peu plus ou moins ignoré ailleurs dans les autres provinces. Il faut lire à cet égard la critique très sévère du professeur Gaudreau-Desbiens, un professeur que j'admire beaucoup, à l'égard de l'interprétation de la Cour suprême du Canada dans ses arrêts. En quoi cela est-il pertinent dans le débat actuel sur le projet de loi 60?
D'une part, qu'il ne faut pas présumer de l'immutabilité des décisions des tribunaux, comme le font le barreau du Québec et la Commission des droits de la personne. D'autre part, plus éloquent encore, le contexte social du Québec est tout à fait différent de celui du reste du Canada, imprégné de la culture du bien commun dans notre Code civil et ailleurs, de l'importance de la communauté, du chacun pour tous qui se reflète dans nos institutions par rapport à une culture du chacun pour soi véhiculée dans d'autres cultures. Ce contexte ne peut pas être ignoré dans l'interprétation des libertés civiles ici en jeu. Et c'est pour cela, pour ces raisons d'ordre juridique, que je suis très à l'aise avec le projet de loi 60, un projet de société qui devrait recevoir l'aval des tribunaux. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, maintenant, je reconnais Monsieur le ministre pour... il reste environ 19 minutes à peu près. Alors, la parole est à vous pour la période d'échange. Et j'aurais besoin, avant de poursuivre, du consentement des membres de la commission pour aller au-delà du temps qui nous était posé, c'est-à-dire 12h30, parce que nous avons commencé avec un petit retard. Alors, j'ai consentement. Alors, allez-y, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue et merci pour votre mémoire et votre présentation. J'aimerais d'abord, prendre un peu au bon certaines des affirmations que vous venez de faire, Madame L'Heureux-Dubé, quand vous avez parlé de l'évolution des jugements de la Cour suprême. Vous avez parlé notamment du jugement sur la Souka et sur le Kirpan. Il y a des observateurs qui ont tiré de ces jugements l'analyse suivante. Ils ont postulé qu'à travers ces jugements-là, la Cour suprême avait donné d'une certaine façon à la liberté de religion le statut de super-droit, quasiment de droit prépondérant sur les autres droits. Et j'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qui vous rend si confiante que cette charte de la laïcité pourrait passer le test des tribunaux dans la mesure où certains diront que la Cour suprême a déjà donné à la liberté de religion cette espèce de caractère de super-droit et les adversaires de la charte, comme vous savez, disent que cette charte brime la liberté de religion. Alors, comment vous répondez à ça? Comment vous voyez ça? D'abord, je ne suis pas du même avis que ceux qui disent qu'il y a de la part de la Cour suprême qu'elle a mis en exergue la liberté de religion. Ce n'est pas le cas, à mon point de vue. Deuxièmement, il y a deux sortes de droits. Il y a des droits fondamentaux, qui sont le droit, juste pour vous, une petite énumération, le droit à la vie, le droit à un procès juste et raisonnable et équitable, le droit à l'égalité, etc. Ce sont des droits fondamentaux et lorsqu'on a déterminé qu'il y avait une atteinte à ces droits, c'est fini. Ce sont des droits tellement fondamentaux que, à mon point de vue, on ne peut pas se mettre à leur donner une portée moindre. Mais par contre, les libertés civiles, c'est d'un ordre, c'est aussi fondamental, mais un ordre tout à fait différent. Et là, elles ne sont pas absolues. Alors, ces libertés-là ont été étudiées ou enfin déterminées par la Cour suprême, et dont je viens de parler, dans une évolution de quelques années. Le Kirpan, ça date, je ne me souviens pas exactement de la date du Kirpan ou de la décision du Kirpan, mais depuis, alors il y a eu une évolution de la pensée sur ces droits, ces libertés civiles, qu'il faut distinguer, à mon point de vue, des droits fondamentaux. Mais vous répondez quoi à l'argument qui veut que cette charte porte atteinte à la liberté de religion? Parce que dans le fond, c'est l'argument fondamental de ceux qui s'y opposent, c'est de dire ça porte atteinte à la liberté de religion, la charte. On y répond, évidemment, dans notre mémoire, mais la religion est avant tout, à mon point de vue, un engagement intérieur, une croyance, comme l'a souligné le juge Laforêt dans l'arrêt Children's Aid Society. Et je pense qu'il est intéressant de voir ce qu'il disait. Bien qu'il soit difficile d'imaginer quelques limites aux croyances religieuses, il n'en va pas de même pour les pratiques religieuses, notamment lorsqu'elles ont une incidence sur les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Alors, dans une autre décision, le même juge a dit, il convient, et le juge Laforêt, là, c'est un philosophe du droit, hein, c'était un très grand juriste à la Cour suprême. Il dit également, il convient généralement de tracer la ligne entre la croyance et le comportement. La liberté de croyance est plus large que la liberté d'agir sur la foi d'une croyance. Alors, il y a d'autres décisions qui ont fait état de cette jurisprudence, mais notre mémoire souligne l'évolution récente, comme je vous ai dit, de la jurisprudence à l'égard des accommodements religieux. Et les signes religieux, quant à moi, là, les signes religieux font partie de l'affichage de ces croyances religieuses et non pas de la pratique d'une religion. Tous les employés de l'État sont sujets, entre autres, à des normes de loyauté et à des restrictions dans leur liberté d'expression politique, ce qui a été jugé valide d'ailleurs par les cours de justice. En quoi une restriction similaire quant à leur liberté d'expression religieuse serait-elle différente? Et là, je réponds peut-être à quelqu'un qui a mis ça en doute en disant, oui, restriction par rapport à un État laïque. Il faut toujours mettre ce paramètre-là. Et on a parlé beaucoup du cas par cas, etc. Moi, je n'y crois pas au cas par cas sans qu'il y ait un mur. C'est une mosaïque de décisions qui n'ont aucune structure à la base. Alors, lorsqu'on aura un État laïque, on pourra avoir une structure beaucoup plus certaine que les décisions cas par cas qu'on voit aujourd'hui. Par ailleurs, dans l'article du Devoir de samedi dernier, on dit que pour vous, les femmes du Québec franchiront un jalon important dans leur longue marche vers l'égalité si les élus adoptent la Charte de la laïcité. Dans un article de 2007 qu'on a retrouvé, vous vous opposiez notamment au givrage des vitres dans un centre de sport, ainsi qu'aux heures de piscine non mixtes pour séparer les sexes. J'aimerais vous entendre davantage sur la façon dont la Charte va assurer l'égalité homme-femme, selon vous. Bien, ça, c'est du cas par cas, hein, c'est ce que je viens de dire. Il n'y a rien qui vient structurer ces décisions. On peut comprendre la Commission des droits de la personne qui est vouée au cas par cas parce que son rôle, c'est de voir s'il y a eu une discrimination quelconque. Mais ici, on parle de société. On n'est pas dans une étude du cas par cas comme est la fonction. Alors, ce n'est pas la fonction de la Commission des droits de la personne, par exemple, de mesurer ces revendications à un État laïque. Alors, quant à moi, la longue marche sur l'égalité dont j'ai fait partie, qui explique le malaise. Je crois que le malaise dont je parlais, c'est un fait qui a été démontré ici par, entre autres, des gens qui sont venus discuter du problème ici. Alors, je voudrais vous dire que, quant à moi, le Suave Hérouville a mis sur la sellette, a mis publiquement ce qui couvait à l'intérieur. Ce n'est pas le débat actuel qui divise la population. La population était divisée et le débat actuel permet d'aérer cette division. Alors, quant à moi, c'est très sain comme exercice de société et quand je parle du droit des femmes, je sais de quoi je parle. Et à mon point de vue, la Charte de la laïcité ne cause aucune discrimination contre les femmes. On pourrait se demander, dans l'état actuel, qu'est-ce qui discrimine le plus? Ce sont les religions ou c'est la Charte de la laïcité? Alors, à cet égard-là, je pense que la laïcité est excellente pour le droit des femmes qui ont toujours été dans le droit jusqu'à un certain moment, considérées comme citoyennes de second ordre. On sait ce qui s'est passé dans les années dernières, dans les années plus lointaines, pour rétablir cet équilibre-là. Alors, si je vous demandais pour les gens qui nous écoutent, là, en quelques phrases, pourquoi cette charte-là, pourquoi est-elle importante maintenant? Pourquoi arrive-t-elle à point nommé? Pourquoi devons-nous, comme élus, donner au Québec ou aux Québécois une charte de la laïcité? Pourquoi c'est important maintenant?
Mais d'abord parce qu'il y avait un débat, qu'il y avait un débat dans la société elle-même, débat qui n'était pas public, qui se passait en sourdine, sous le boisseau, dirait-on. Et lorsque ce débat-là, par suite de Hérouville, mettons, parce qu'il y a toujours dans une caricature un peu de vérité, là, le débat s'est fait publiquement et c'est là que la commission Bouchard-Taylor a été formée, qui a elle-même dit que c'était une nécessité. Moi, je n'ai pas fait ces études-là personnellement, mais ils en ont fait, ils ont fait des sondages, ils sont allés rencontrer le public. Alors, il me semble que ils ont dit que c'était pertinent. Je crois même qu'ils se sont impatientés parce que ce n'était pas la législation ne venait pas assez vite. C'est donc il y a eu un constat de fait que c'était le temps et c'était nécessaire d'avoir une charte de la laïcité qui clarifie les problèmes qui se sont accumulés au rythme des accommodements que je dirais déraisonnables plus que raisonnables. J'aimerais vous poser la même question à vous, Maître Latour et Maître Brun. En résumé, le meilleur ou les meilleurs arguments pour qu'on ait cette charte de la laïcité? Québec continue d'être un État de droit fondé sur la primauté du droit, qu'il y ait, comme le dit bien Madame Fatima Ouda-Pépin, des verrous pour que les préceptes religieux ne reviennent pas s'installer au sein du droit, que ce soit parce qu'à date, par le biais des accommodements, et il y a eu des jugements où l'on a permis à des femmes de renoncer à des droits même d'ordre public, notamment celui de porter en mariage ses noms et prénoms selon l'article 393 du Code civil pour une fondamentaliste chrétienne en citant la lettre aux Éphésiens à l'effet que l'on faisait la femme et le mari ne faisaient qu'un. Or, c'est régressé par rapport à cette longue marche des droits que les femmes ont pu acquérir. Je vous donnerai un autre exemple concret. À Jérusalem, les soukas sont interdites dans les édifices à étages pour des raisons de sécurité. Ici, on leur a donné une protection constitutionnelle. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin? Nos chartes des droits, et Mme Lereux-Dubé en faisait état, contiennent des clauses, le fait même qu'elles contiennent des clauses restrictives, clauses de limite raisonnables, démontre que l'État peut agir pour le bien commun. C'est cet équilibre qui doit se poser. Et dans un État de droit, nous sommes des citoyens avant d'être des croyants ou des non-croyants, en particulier si l'on œuvre pour l'État. Et la Cour suprême a confirmé cette neutralité réelle et apparente des fonctionnaires et a même dit que les citoyens, il était question de l'Ontario, avaient des droits individuels ou collectifs d'avoir une fonction publique impartiale et que c'était une condition essentielle à l'existence d'un gouvernement responsable. Alors, il est temps d'actualiser la charte dans une société qui se diversifie en accéléré pour aller vers l'avant et pour maintenir une cohésion sociale qui est essentielle à un projet de société. On ne vit pas tous sur une île déserte. L'État nous octroie ses droits. En fait, nous le faisons comme peuple souverain et nous devons les uns les autres cette fraternité. Monsieur Brun? Oui, bien, brièvement, je pense que pour moi, l'essentiel, c'est que cette neutralité religieuse de l'État qui fait partie intégrante de la liberté de religion, à savoir même que sans cette neutralité religieuse de l'État, la liberté de religion n'existe pas vraiment. Elle doit être affirmée dans la Constitution, dans notre Constitution du Québec, qui existe, contrairement à ce que certains prétendent, et doit être aussi définie et balisée. Pour ce qui est du balisage, le projet de loi est intéressant. Il prévoit 4 mesures de mise en œuvre qui balisent. Pour ce qui est de la définition, bien, il y a peut-être un certain manque et dans notre mémoire, nous proposons qu'il y ait une disposition définissant la neutralité religieuse de l'État. Et je pense que ce serait une bonne idée d'y songer. Et je pense que c'est pas simplement, c'est pas une question creuse. Même les tribunaux le souhaitent, demandent, on l'a vu dans certains jugements, que ces choses-là soient affirmées, précisées, parce qu'autrement, on a une moitié de la liberté de religion par rapport à laquelle, qui n'est même pas affirmée, et par rapport à laquelle on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'avec ça, on peut interdire
à un maire de faire une prière au début des assemblées du Conseil? Est-ce qu'on peut permettre à un établissement public, un culte religieux soit célébré là, etc.? Il y a plein de questions et on n'a rien. Alors, je pense qu'il est important, dans le contexte d'aujourd'hui, dans l'évolution que l'on connaît aujourd'hui, où on est passé très loin là, de l'unanimisme des années d'avant 50, et je pense qu'il faut prévoir l'avenir. Il faut baliser l'avenir. Peut-être en terminant, parce qu'il me reste seulement quelques minutes, Madame L'Heureux-Dubé, vous savez, Madame Arbour, Louise Arbour, qui est également une ancienne juge de la Cour suprême du Canada, elle se prononce ce matin dans un texte intitulé « Le chant des sirènes », dans lequel elle écrit « La Charte de la laïcité nous incite à céder au chant des sirènes. Ce chant évoque l'image nostalgique d'une société homogène, catholaïque, où nos symboles religieux nous paraissent inoffensifs parce que, n'y croyant plus, nous les avons vidés de leur sens, alors que ceux des autres feraient au contraire peser une menace permanente sur nous. » Les signes religieux ont la même pesante. Que ce soit des signes religieux ou quelques signes religieux, la charte est très neutre là-dessus. La proposition que vous faites de projet de loi est très neutre. Tous les signes religieux catholiques, protestants, etc., sont couverts. Hein. Je ne vois pas du tout... vous savez, Mme Arbour et moi, on a été souvent dissidentes. Je le suis encore. Et donc, est-ce que vous trouvez qu'elle... L'article du tout. Vous ne l'avez pas lu? Je n'ai pas eu le temps ce matin. Je vais réserver mes questions là-dessus. Mais je dirais qu'en définitive, elle trouve que ça va trop loin. Elle trouve que la Charte de la laïcité va trop loin. Je diffère d'opinion complètement, et pour les raisons particulièrement que vient d'exposer M. Brun, c'est nécessaire d'avoir des balises. La Cour d'appel a dit dans la décision de la prière qu'il n'y avait pas au Québec, justement, de législation là-dessus. Alors, c'est basé un petit peu là-dessus pour bâtir son opinion. Alors, à mon point de vue, c'est nécessaire pour la clarté, pour affirmer nos valeurs comme société. Vous savez, on l'a fait à plusieurs reprises. Hein. C'est pas la première fois. Là. Le droit des femmes, là, ça date de M. Godbout, ça. Puis après, à tout moment où il y a eu un débat de société, il y a eu des montées aux barricades. Mais tout après, ça s'est parfaitement, quand la houle a baissé là, et que les flots sont devenus plus calmes, on n'a pas eu de problème. Alors, c'est le même phénomène. Plus ça change, plus c'est pareil. Donc, vous pensez qu'une fois qu'on aura voté cette charte-là, elle s'ensuivra une période d'acceptation, d'harmonie et de consensus? Je suis parfaitement d'accord. Madame Latour ou M. Brun, Maître Brun? Peut-être pour assurer cette paix, ben là, c'est une autre question. Faudrait-il ou non utiliser la clause de dérogation express? Moi, ma réponse juridique, c'est non, pour les raisons qu'on a mentionnées. Nous croyons que ce projet de loi, dans son intégralité, est constitutionnel, est valide, mais devant tout ce qui est dit par ailleurs, on peut quand même pas se boucher les oreilles. Je pense qu'il y aura aussi une décision de nature exclusivement politique et non plus juridique du tout, exclusivement politique et administrative, de dire allons-nous vivre avec 10 années de bataille judiciaire sur le même sujet? Et ça pourrait gâcher cette paix qu'on anticipe. Mais là, il y a une décision politique là, qui nous échappe. Qui serait tout à fait légitime. Qu'est-ce que vous dites, Mme L'Heureux-Dubé? Vous dites que ce serait tout à fait légitime d'utiliser la clause dérogatoire? Pardon? J'ai pas compris. Vous avez dit que c'était tout à fait légitime. Vous faisiez référence à l'utilisation de la clause dérogatoire, à mon point de vue. Express, vous savez, hein? Elle a mauvaise presse, la clause dérogatoire. Oui, mais elle a déjà été utilisée et puis la paix s'est installée. Hein. Alors, moi, je dis pas nécessairement, mais si nécessaire. Malheureusement, je dois interrompre. Le temps étant écoulé pour la partie ministérielle, je vais du côté de l'opposition officielle et je reconnais le député de Lafontaine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon matin à vous trois. Merci beaucoup pour le temps que vous avez mis pour rédiger le mémoire et aujourd'hui, venir nous le présenter, répondre à nos questions. Vous savez, on a 16 minutes. Je veux poser des questions et mes deux collègues aussi. Alors, je vais
tenter de garder mes questions courtes. C'est difficile pour un avocat. Et si on pouvait donc avoir un échange sur plusieurs aspects, j'aimerais, Maître Brun, revenir sur votre dernière intervention. On parlait de la paix sociale et ce que pourrait engendrer la non-utilisation de la clause non-obstant. J'aimerais en être au niveau du terrain, selon votre expérience des débats constitutionnels. En quoi un tel débat sur la constitutionnalité serait difficilement conciliable avec une paix sociale? Vous parlez, je pense que vous avez cité une dizaine d'années. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu ce que c'est, dans les faits, ce débat-là, et quel impact ça peut avoir sur la cohésion sociale? Ben, je pense que, de la même façon qu'actuellement, le débat de fond est un peu corrompu par ce débat légaliste de savoir si c'est conforme ou non à un état de droit, des considérations juridico-juridiques. Et je pense que si... mais encore une fois, là, il y a une décision de nature politique qui devrait être prise. Mais étant donné ce qu'on nous dit à partir de certains horizons, particulièrement la Commission des droits et le barreau, il y aura contestation. S'il y a contestation, très concrètement, faire état d'une dizaine d'années de tempête, c'est pas trop, ça va ressembler à ça, tout à fait. Et ce climat où on s'empêche de discuter du fond des choses, de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est souhaitable pour notre société au jour d'aujourd'hui, pour le futur à long terme, va toujours continuer d'être pollué par un débat sur la légalité. Est-ce que c'est... Bon, c'est très intéressant, j'ai l'air de parler contre mon clocher, mais... je me dis que le droit, c'est aussi autre chose que ça. C'est dans ce sens-là que je reproche beaucoup à la Commission des droits de la personne d'avoir ce genre d'approche éteignoire, à peu près l'approche de l'avocat de quartier qui dit à un client, non, vous pouvez pas construire la clôture entre vous et votre voisin. Il y a un règlement municipal qui dit que c'est interdit. Je pense qu'on est dans un autre ordre de choses ici. Et puis, ben, il serait bon qu'on s'interroge et qu'on décide en essayant de libérer l'horizon le plus possible, qu'on prenne une décision collective, démocratiquement, à la suite d'un débat et en utilisant la démocratie parlementaire. Oui, et sur cet aspect-là, Maître Brun, et par la suite, je vais vous poser une dernière question, je vais passer à Madame la juge Leroux Dubé. Maître Brun, donc vous avez dit le débat, vous avez utilisé un terme qui, je crois, le débat est corrompu par cette emphase qui est mise sur cette division qui est mise. Dans votre mémoire à la page 15, vous dites, et vous revenez, je pense, à une position de faire avancer le Québec, qui vise à faire avancer le Québec, et vous parlez entre autres d'enchasser la laïcité et la neutralité religieuse de l'État, qui serait déjà à vos yeux une avancée appréciable. Selon vous, parce que je sais que vous citez l'adoption unanime de la Charte québécoise des droits et libertés en 1975, pour justement ne pas continuer sur ce débat corrompu, divisif, j'aimerais vous entendre sur l'opportunité de dire, bien, écoutez, sur 4 des 5 aspects, et là on manque de temps, mais on les connaît, là, les balises aux accommodements, neutralité dans la Charte québécoise, visage découvert. Pensez-vous pas que ce serait donc la bonne façon, parce qu'on dit que c'est un débat politique, mais force est de constater que les 125 députés à l'Assemblée nationale, la majorité est contre l'interdiction complète des signes ostentatoires. Alors, j'aimerais vous entendre sur cette avancée que l'on pourrait faire et sur cette nécessaire cohésion sociale, Charte québécoise 75, ce qui est le fondement de notre société. On ne peut pas être divisé là-dessus. Maître Brun, puis après ça, j'aurais une question à Madame la juge. C'est proche de notre mémoire, nous le disons bien franchement. Si pour avoir l'essentiel des choses, il devait y avoir quelques compromis, nous sommes d'avis qu'il faudrait, peut-être pas à l'infini, mais se prêter à quelques compromis. Ces quelques compromis, si c'était bien fait, n'auraient pas pour effet de nous priver de l'essentiel des choses. Bon, on donne quelques exemples dans notre mémoire, et toujours ce qui revient, c'est la question du découpage un peu à travers les agents de l'État, soumis à la règle de l'interdiction de port de signes. Alors,
Il y a deux voies. Certains là-dessus prônent une distinction entre les agents de l'État qui sont en contact avec le public par rapport à d'autres qui sont plus à l'arrière. Je pense qu'à mon avis, ça c'est très difficilement praticable. Ça demeure un critère d'application qui n'aura pas le degré de précision voulu pour que ce soit effectif, efficace. Par contre, une distinction sur une autre base, en essayant d'identifier les agents de l'État qui manipulent la coercition étatique de façon plus immédiate que d'autres, je pense, c'est peut-être pleine d'avenir. Je pense qu'il y aura des difficultés d'application qu'on n'aurait pas en appliquant la norme à tous les agents de l'État, hélas. Mais bon, s'il fallait se replier un peu de ce côté-là, il y aurait des choses à faire. En tout cas, on est d'accord, les 12 signataires, que des pas pourraient être faits de ce côté-là pour ne pas rater l'essentiel. Maître Brun. Le mémoire n'est pas dogmatique au point qu'il n'y a pas possibilité de comprendre. Il est très modéré, si vous l'avez lu. Alors, nous disons que c'est important d'avoir le consensus. Moi, je suis très à l'aise avec ce projet de loi-là, qui est dans la grande lignée de la laïcité forgée par le Parti libéral. Je suis libérale moi-même. Alors, je pense que le projet va dans cette lignée-là de Duplessis qui lui a donné le droit de vote aux femmes et Duplessis, Godbout. Le premier ministre Godbout, Madame Casgrain, avec qui j'ai beaucoup travaillé, Thérèse Casgrain, me disait qu'elle lui avait tenu la main. Et on a été obligé d'avoir une loi pour permettre aux femmes d'accéder au barreau, alors que le barreau s'est battu bec et ongle contre ça. Alors, on a vu après le Code civil qui a été amendé sous les libéraux, on a la même chose sous le SAGE après. Alors, ça s'inscrit, ce projet-là, qui est un projet de société, dans la grande lignée de la laïcité qu'a promu le Parti libéral lui-même. Et j'avais une question, mais effectivement, il est important de ne pas être dogmatique et je souligne et vous lève mon chapeau en ce qui a trait à l'importance d'aller chercher un compromis ou de faire avancer le Québec sur ce qui fait le plus large consensus possible. Et ces avancées que vous avez soulignées en étaient, dont l'exemple probant 1975, Charte québécoise. Donc, ne pas être dogmatique, je pense qu'il y a un message fort là et à tout un chacun de le saisir. J'aimerais vous entendre, vous avez parlé, Maître Brun, mais ma question et à l'un de vous trois, de l'importance, vous saviez mieux que moi, Madame la juge, l'importance de la règle de droit lorsque l'on veut limiter une liberté. Elle doit être suffisamment définissable. À deux paliers dans le projet de loi, l'on dit d'abord tout signe ostentatoire. Alors, qu'est-ce qui est ostentatoire? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Bonjour aux administrateurs, administratrices qui devront en déterminer. Mais l'on veut, deuxième palier de difficulté, quant à la clarté que je ne vois pas de la règle de droit, l'on veut déléguer cette autorité décisionnelle sur l'ostentatoire ou pas aux administrateurs. Et également, les articles 10, on dit, lorsque les circonstances le justifient, un organisme pourrait être soumis à cette interdiction. Alors, au niveau de l'importance d'avoir une règle de droit claire, Maître Brun parlait un peu plus tôt de l'importance d'avoir la précision voulue. Y voyez-vous là une précision tout à fait limpide et hors de tout écueil? Pour ce qui est en tout cas de l'ostensible ou l'ostentatoire, ça va peut-être plaire à nos amis de la coalition. Nous considérons que le qualificatif ostensible pose des difficultés que ne soulèverait pas un qualificatif comme visible ou apparent. Bien. Par contre, toujours avec ce sens pratique qu'on essaie de témoigner, il n'est peut-être pas approprié, ce serait peut-être pas de la plus grande sagesse dès lors, au jour d'aujourd'hui, de se montrer encore plus intrusif, ou plus exigeant. Et peut-être vaut-il mieux se contenter d'une restriction portant sur l'ostensible seulement et non pas sur tout le visible. Et pourquoi vous dites que ce serait pas donc d'y aller d'une mesure plus claire
de l'interdire complètement à le visible. Pourquoi ce ne serait pas à propos aujourd'hui? On ne s'éviterait pas des écueils d'application? Oui, on s'éviterait certainement des écueils d'application, mais c'est simplement, comment je dirais, par sens pratique, par sens empirique, là, de processus empirique. Il serait tout simplement peut-être plus sage de s'en tenir à ce qui est proposé, plutôt que d'être plus restrictif en passant à l'interdiction de tous les signes visibles. Donc, c'est une position purement pragmatique. J'aimerais faire une mise au point sur certains éléments qui ont été discutés et peut-être aussi en lien avec l'article de Louise Arbour que j'ai lu. D'une part, Mme Arbour omet les 3 volets les plus importants du projet de loi: affirmer la laïcité, encadrer les balises et dicter un devoir de neutralité religieuse des fonctionnaires. En fait, elle semble tout à fait d'accord. Elle ne parle que du volet des signes religieux qui sont pourtant le corollaire tangible d'un visage neutre de l'État. Ensuite, elle fait référence à une époque du Québec qui est révolue, l'époque Duplessis. Il y a eu la Révolution tranquille, et pour elle, de citer Roncarelli, que la Cour suprême est venue à la rescousse. Madame Leroux-Dubé donne l'exemple des droits des homosexuels. En 1993, on a refusé de leur d'accorder des droits aux conjoints de fait homosexuels. Madame Leroux-Dubé était dissidente. Pour elle, elle aurait permis le tout, mais en 2003, 10 ans plus tard, on les a mariés. Alors, la Cour suprême n'est pas toujours à l'avant-scène. Et par ailleurs, Mme Arbour mentionne que les droits et libertés, c'est comme un parapluie et qu'on peut pouvoir ouvrir lorsqu'il pleut. Mais justement, le but de l'État en ce moment, c'est de faire en sorte que tous les parapluies soient égaux, qu'il n'y en ait pas qu'il y ait un parapluie de golf, la liberté de religion, et que d'autres aient une petite ombrelle. C'est de ramener cette égalité. Par ailleurs, nous, ce qu'on fait aussi valoir dans le mémoire, c'est que les volets initiaux du projet de loi sont à ce point importants qu'il faut aller de l'avant et qu'au niveau du port de signes religieux, il peut y avoir un aménagement. Je voudrais aussi mentionner, quant à la clause dérogatoire, que les clauses dérogatoires sont des clauses qui figurent au sein de chartes des droits démocratiquement votées. Il n'y a donc pas d'article honni dans une charte des droits et d'articles qui auraient plus de noblesse que d'autres. C'est un outil. Et lors des 30 ans de la Charte canadienne des droits et libertés, M. Jean Chrétien lui-même, qui était l'un des rédacteurs et ministre de la Justice à l'époque de l'adoption de la Charte, a dit à quel point la Charte était une fierté et qu'elle amenait un équilibre parfait entre les pouvoirs parlementaires et les pouvoirs juridiques, et que selon lui, cet équilibre parfait, dans l'esprit de bien des gens, est venu de l'inclusion de la clause non-obstant dans la Charte, qui était d'ailleurs une demande des provinces. Alors, c'est cet équilibre qui, au besoin, vu l'importance du débat que nous avons depuis la commission Bouchard-Taylor, qui peut être affirmé et d'avoir cet équilibre pendant 5 ans et de dire apaisons les choses, nous avons une paix sociale et nous voyons ensuite cette évolution de la société. Parce que Julius Gray lui-même a mentionné en commission parlementaire l'an dernier qu'il avait eu tort de contester la loi 101 et que c'était un fleuron pour le Québec et qu'une loi de cette importance ne devait pas être renégociée d'année en année. Alors, je soumets que la laïcité, qui est un processus dans lequel nous nous sommes engagés depuis près de 100 ans, c'est également une loi fondamentale. Je ne vais pas vous couper, mais il reste 2 minutes. La mienne va être très courte. Je vais retourner à l'article 5 et les signes ostentatoires. Moi, je vois une discrimination inhérente dans l'article 5. On peut, et ce qui est ostentatoire va être défini par règlement, par le gouvernement, pas par l'Assemblée nationale. Étant catholique, je peux porter une petite croix et ça peut être visible. Si je suis une femme musulmane, je ne peux pas porter de petit voile. Il y a là une discrimination. Et quand on regarde ce qui se passe dans le public, on s'aperçoit que la plupart des discussions, des arguments, c'est sur le voile, et on voit que c'est les femmes musulmanes qui sont visées. Et donc, à part la question de discrimination de l'article 5, je me dis, mais voilà, une des valeurs québécoises, c'est égalité homme-femme, et je ne vois pas cette égalité à l'article 5. Alors,
Pouvez-vous, s'il vous plaît, me répondre là-dessus? Première réponse qui me vient à l'idée, qui est discriminatoire? Est-ce que c'est la religion qui impose ça aux femmes ou si c'est le projet de loi? Il n'y a pas de discrimination dans le projet de loi. Tout est banni, tout signe ostentatoire. Et ça a été recommandé par la commission Tremblay-Traylor. Alors, c'est pas inventé, là. Ils ont convenu que d'abord c'était juridiquement correct, et ils ont convenu que ce n'était pas discriminatoire. Alors, je vois pas où on prend la discrimination là-dedans contre les femmes. C'est la même chose pour tout le monde. Vous ciblez les femmes musulmanes, mais le projet de loi ne cible personne, il cible tout le monde. Alors, pour un commentaire seulement, il reste environ 30 secondes. Si je pouvais, en 30 secondes. Oui, Madame la députée je ne pourrais pas vraiment poser la question. La préoccupation de Mme Arbour et toutes les voix qui s'élèvent, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'organismes qui s'élèvent, c'est l'impact discriminatoire. Et il y a une étude qui a été faite à Berlin, c'est le German Law Journal. Je vous invite à le lire, c'est très intéressant. Ils ont recensé tous les cas de discrimination parce qu'il y avait deux lois qui se confrontaient, une loi sur la laïcité et une loi contre Heureusement, Madame la la discrimination. députée Mais de Notre-Dame-des-Grands, je dois aller... malheureusement, le temps est écoulé. Je dois aller du côté de la députée de Montarville. Pour 4 minutes environ, Madame la députée. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Monsieur, éminent juriste, c'est ce que vous êtes. Merci d'être là. Merci pour votre mémoire. C'était très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans ce que vous avez écrit là, qui me rejoignent. Et en tant que juriste également, j'aurais beaucoup de choses à dire. Cependant, comme mon temps est imparti, 4 minutes 30 à peine, je serai brève. Alors, je vais y aller directement. J'ai pris des notes lorsque vous parliez, vous croyez à la nécessité d'adopter une charte de la laïcité. Maître Brun, vous parliez de l'intérêt et de l'importance à ce qu'elle devienne loi. Ce sont vos mots, là, je les ai pris en note en tant qu'ex-journaliste. Vous croyez à la constitutionnalité du projet de loi 60. Vous avez dit cependant tout à l'heure, Maître Brun, que vous craignez une bonne dizaine d'années de débats devant les tribunaux. Alors, pour éviter ces délais qui sont des délais terribles lorsque les batailles judiciaires s'enclenchent, et vous le savez tous autant que vous êtes ici, le gouvernement n'aurait-il pas intérêt à faire un compromis pour adopter plus rapidement cette charte? Parce qu'on est devant ici, là, tic-tac, le temps qui s'écoule. Qu'en pensez-vous? Décision politique. Mais qu'en pensez-vous? Pour éviter ce délai, la société évolue également, vous nous le dites, on est rendu là. Alors, que devrions-nous faire politiquement parlant pour l'avoir, cette charte? Enfin, notre mémoire, je pense, est claire là-dessus. On ne s'objecte pas, au contraire, à l'idée qu'un certain compromis puisse être fait ou certains compromis. Mais ça ne veut pas dire non plus de rechercher une unanimité qui semble difficilement atteignable. Bon, il y a un choix qui est politique, de savoir jusqu'où on va, mais on ne s'objecte pas, on n'a pas une position là, qui est rigide, qui est absolutiste là-dessus. Parfait. J'ai une petite question rapide en terminant et vous prendrez votre temps pour y répondre. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que le projet de charte brime le droit au travail? Non. Pour ce qui est du droit au travail, généralement, c'est non et simplement non. Ça n'existe pas, le droit au travail. Il y a une jurisprudence abondante là-dessus. Il n'existe pas de droit constitutionnel au travail. Il y a eu... on s'est essayé devant les tribunaux à plusieurs reprises. Est-ce que, par contre, il y a discrimination en emploi? On a vu encore que récemment, il y a des opinions juridiques qui ont été dans ce sens-là, mais à mon avis, ce n'est pas fondé. Lorsqu'on parle de discrimination, il faut commencer par... oui, et avant d'arriver à la discrimination, il faut qu'on ait identifié une distinction fondée sur un motif énuméré dans les chartes, dans une autre des chartes. Et à mon avis, et comme le disait Mme Leroux-Dubé, même à l'article 5, il n'y a pas de distinction faite entre des religions. Il n'y a aucune... Toutes les croyances sont traitées de la même façon par l'article 5. Il n'y a pas une religion qui se trouve singularisée. Et à ce moment-là, on nous dit « Ah oui, mais c'est
les religions qui sont singularisées, c'est faux également, c'est faux. L'article 5 vise autant ceux qui n'ont pas de religion. Je veux dire, l'agent de l'État qui prétendrait aller travailler avec un T-shirt ou un gros macaron disant la religion, c'est l'opium du peuple, eh bien, il faudrait qu'il enlève son macaron ou qu'il enlève son T-shirt tout autant. Bref, bon, il reste en bout de ligne, on nous dit, bon, peut-être de la discrimination en raison du sexe, mais bon, c'est vrai que dans une religion, on fait porter tous ces signes-là par les femmes, ce qui, justement, d'un point de vue de l'égalité homme-femme, est peut-être un peu pénible à constater. Mais il reste que dans d'autres religions, les signes religieux sont réservés aux hommes. Des signes moins lourds, d'ailleurs. On va aller du côté du député de Blainville. Peut-être qu'il va vous laisser poursuivre votre réponse, M. le député de Blainville. Merci, M. le Président, Mme Lerud-Dubé, Mme Latour, M. Brun. C'est un honneur de vous recevoir ici. Moi qui ne suis pas juriste, je vous dis que j'apprends beaucoup de choses dans le cadre de cette commission. Et je vais vous poser une question en rapport à ce qu'il y a j'allais dire, il y a eu des formulations ici, certaines craintes entre des demandes qui ont été faites au ministre par rapport à la Charte québécoise des droits et libertés. Il y en a eu. Comme j'ai pris un peu d'avance sur la lecture de mes mémoires, je sais qu'il y en aura encore. Et plusieurs groupes ou personnes craignent cette modification-là, demandent de ne pas modifier la Charte québécoise des droits et libertés. Dans certains cas, on pense que ça pourrait l'affaiblir. On parle beaucoup de hiérarchisation des droits. On parle beaucoup d'enlever ou de brimer des droits existants. Et ça revient souvent, cette demande-là. À l'inverse, c'est clair, je regarde dans votre mémoire, là, parler, c'est souligné, enchasser la laïcité et la neutralité de l'État, un principe fondamental. Alors, je voulais entendre votre opinion afin que je puisse m'en faire une éventuellement, parce que souvent dans les mémoires qu'on a, il y a pas des contradictions, mais des avis contraires. Si je peux me permettre, dans ce sens-là, le mémoire qui va le plus loin, et je pense que personne ne pourra surpasser ça, c'est la Commission des droits de la personne qui prétend qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut apporter aucune modification à la Charte des droits et libertés de la personne, à moins, ajoute-t-il, qu'on utilise la clause de dérogation. Moi, je pense que c'est une confusion nette entre le processus de dérogation, où on dit qu'une loi, on soustrait une loi donnée à l'application d'un des droits de la Charte, l'une ou l'autre des chartes. C'est la même chose dans les deux cas. Et la modification, où c'est tout autre chose, c'est le législateur constituant qui fait évoluer son instrument par lequel il se limite. Il vient modifier sa charte. Ça a été modifié. Et si on y regarde, 18, si j'ai relevé cela, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne a été modifiée, en fait, plus de 18 fois. Elle a été modifiée par 18 lois. Et dans certains cas, on apportait des modifications à 3, 4, 5, 6 dispositions de la Charte. Et on n'a pas utilisé la clause de dérogation en 2008 lorsqu'on a introduit l'égalité homme-femme comme principe d'interprétation. Non. Même lorsqu'on a retiré un droit, le droit pour les parents d'avoir droit à l'instruction dans leur religion de la part d'institutions publiques, l'article, bon, je ne me rappelle plus du numéro, là. Et on n'a pas utilisé la clause de dérogation. Alors, je trouve que c'est une espèce d'invention là, sortie de je ne sais pas où de la part de la Commission. Est-ce que ça pourrait brimer des droits déjà existants à l'intérieur? Parce qu'il y a des gens qui disent, on va hiérarchiser des droits, on met la primauté de la langue, et là, on va se servir de ça pour nous empêcher, par exemple, d'avoir des accommodements. Ça va donner des obstacles supplémentaires. Mais c'est mieux que ce soit les parlementaires qui décident et donc tous les citoyens à travers eux de quels critères nous devons respecter avant d'accorder des accommodements, parce que dans l'immédiat, on en faisait état à la décision de la prière au Saguenay, à défaut de balises, et le juge Guy Gagnon le dit clairement, à défaut d'une charte de la laïcité qui nous préciserait les obligations que l'État entend s'imposer dans son devoir de neutralité, la Cour décide d'appliquer la neutralité bienveillante. Mais c'est un critère développé par le professeur José Verling. Bon,
Mais ce n'est pas à un professeur de décider quels critères s'appliquent à toute la société. Et cette vision-là fait preuve d'un grand immobilisme. Et fort de la même logique, on n'aurait même pas eu la Charte des droits à l'origine en 1975 parce que ça bousculait beaucoup l'état du droit existant. Alors, une Charte des droits, c'est un organe évolutif et il y a ce contrepoids. L'équilibre d'une société, c'est entre les trois pouvoirs. Moi, je dois aller reconnaître la députée de Gouin pour la dernière partie de l'intervention. 3 minutes, Madame la députée. Merci, M. le Président. Bonjour. Enchanté de vous voir ici ce matin. J'aimerais rappeler qu'on est quand même très, très nombreux. Je pense que les consensus sont très larges, malgré certains avis juridiques, autour du fait qu'on doive inscrire le concept de laïcité dans la Charte des droits, qu'on doit baliser les accommodements religieux, etc. Vous le savez, finalement, la charte présentée par le gouvernement rencontre une assez forte adhésion sur plusieurs points. Ça, je pense qu'il ne faut jamais l'oublier quand même dans le débat actuel. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est que là où on en discute depuis 6 ou 7 mois, c'est la question de l'interdiction ou non du port des signes religieux. Et je rappelle ici qu'il n'est pas question que de la fonction publique, parce que beaucoup des gens qui nous écoutent mêlent un peu tout ça. Il est question des 600 000 employés de l'État, aussi bien les concierges dans les immeubles que la fonctionnaire au ministère du Revenu, l'enseignante, le comptable, le médecin, l'éducatrice en service de garde. Là, c'est très, très large, les employés de l'État. En plus, il y a un article qui nous dit, lorsque des entreprises feront affaire avec l'État de façon assez substantielle, ne pourront pas porter de signes religieux. Bon, ça peut être interprété de diverses façons. Donc, c'est très large. Et la question que je vous pose, qui est peut-être moins juridique que sociale, mais je sais que vous vous y intéressez, c'est, vous ne pensez quand même pas que tout ça, là, on est en train de le faire sur les signes religieux parce qu'il y a le voile, qu'on en discuterait pas mal moins fort si c'était comme il y a 10 ans ou 15 ans, quelques kippas, quelques croix, il n'y avait pas grand monde que ça dérangeait. Mais il y a le voile. Je sais ce que bien des gens en pensent, je sais ce que j'en pense moi aussi, j'ai eu l'occasion de le dire. Cela dit, oui, les religions oppriment les femmes, pas de problème. Est-ce qu'on va les opprimer davantage en leur interdisant l'accès à ces 600 000 emplois et plus? C'est une question importante quand même. Madame, vous savez la grande admiration que j'ai pour vous, pour votre engagement social, pour votre lutte pour l'égalité, le droit des femmes, et j'apprécie beaucoup votre intervention, que j'ai vue d'ailleurs à la télévision là, ces jours-ci, là. Quant à moi, il y a une question de logique dans tout ça. Normalement, l'État n'a pas de visage. Il a le visage des personnes qui sont employées par l'État. Alors, la distinction me badre un peu de savoir que ça va être ceux qui représentent plus l'État que ceux qui travaillent à l'État. Alors, question de logique. Dans le mémoire qu'on a déposé pour l'énoncé de principe, on a dit que comme logique aussi, il faudrait peut-être ne pas mettre le crucifix en évidence. Hein? C'est toute une question de logique pour moi. Alors, j'ai beaucoup de difficultés à voir ce que la commission Bouchard-Taylor recommande, une scission entre le visage de l'État. Madame, il reste à peine 15 secondes. Mais moi, je voudrais peut-être mentionner que la Cour suprême l'a dit qu'il y a certaines pratiques religieuses qui peuvent être incompatibles avec les lois d'application générale. Il y a un bénéfice collectif à cette neutralité de l'État, une réciprocité entre les citoyens où chacun, dans la vie publique et privée, peut exprimer sa foi religieuse, mais il faut qu'il y ait un socle commun où l'on se rejoint. Très ingrat, vous savez, hein. Alors, je suis le gardien du temps de cette commission. Alors, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez pris pour préparer le mémoire et venir le présenter. Nous allons suspendre quelques instants afin de permettre aux représentants de l'Université de Montréal à prendre place. Alors, on suspend quelques instants.